Bonjour, chers élèves, ravi de faire votre connaissance lors de cette vidéo pour vous présenter un cours du dipôle RC ciblant les apprenants ou bien les étudiants du deuxième année baccalauréat, les filières scientifiques, les sciences expérimentales, physique, chimie, les sciences de la vie et la terre, ainsi que les sciences mathématiques. Dans cette leçon d'électricité, on va bien sûr se focaliser sur le dipôle RC ou bien le dipôle résistance-capacité. Les condensateurs électriques, comme vous le savez tous, équipent la plupart et la majeure partie de nos appareils modernes. Ils sont présents partout, dans votre flash d'appareil photo, votre téléviseur, ainsi que votre smartphone. Alors, c'est quoi le condensateur? Comment se comporte-t-il dans un circuit électrique? Et quelle est la signification par exemple, de la quantité 250 microfarads? Commençons par l'étude du condensateur par sa définition et son symbole conventionnel en électricité et en électronique. Le condensateur est un dipôle constitué de deux plaques conductrices. Chacune est appelée une armature. Ces deux plaques sont séparées par un milieu ou bien un isolant diélectrique. Le symbole conventionnel est représenté ci-contre. Dans la figure 1, vous pouvez voir un condensateur qui porte un ensemble de symboles et de signes. On va bien sûr déceler la signification de chaque signe lors de ce cours. La première caractéristique du condensateur est sa charge. Pour mettre en évidence la charge d'un condensateur, on réalise l'expérience figurant sur la figure 2. On branche le condensateur dans le circuit, puis on ferme l'interrupteur. Le condensateur se charge. L'explication microscopique de ce phénomène, c'est-à-dire la charge du condensateur, est comme ceci. Les électrons quittent l'armature A, qui se charge positivement, et on écrit QA est strictement supérieur à 0, et s'accumulent sur l'armature B, qui se charge négativement, et on écrit QB est inférieur à 0. La charge du condensateur ou bien la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur est la charge de l'armature positive du condensateur. Son symbole est Q et son unité est le coulomb. Et on écrit Q égale QA égale alors moins QB. Maintenant, on va voir la relation existante entre la charge et l'intensité du courant. L'intensité du courant représente sur le niveau ou bien sur le plan physique le débit des porteurs de charge qui traversent la section du conducteur par unité de temps. Mathématiquement, l'intensité de courant représente la dérivée première de la charge, qui est une fonction de temps bien sûr, par rapport au temps. Et on écrit I égale T de Q sur T de T. C'est la notation bien sûr différentielle de la dérivée. Où I représente l'intensité du courant en ampères, Q la charge du condensateur en coulombs, et T est le temps bien sûr du passage des porteurs de charge d'un point A vers un autre point B. Lorsque l'intensité du courant électrique est constante, la relation ci-dessous est largement suffisante. Et on écrit I égale Q sur delta T ou bien Q
égale I fois delta T, tel que Q égale petit q égale QA, c'est-à-dire la charge de l'armature qui se charge positivement. On va maintenant se focaliser sur la relation qui existe entre la charge du condensateur et la tension existante entre ces deux bornes. Dans la figure 3, on charge un condensateur avec un générateur de courant qui débite un courant constant de valeur de 1 milliampère. On ferme l'interrupteur et on visualise la tension UC aux bornes du condensateur. La courbe ci-dessous, c'est-à-dire de la figure 4, représente la fonction U en fonction du temps, c'est-à-dire la variation de la tension électrique en fonction du temps. Le condensateur utilisé dans ce cas porte les indications suivantes: 1000 microfarads et 100 volts. On va montrer donc dans ce cas la proportionnalité directe entre la charge du condensateur et la tension existant entre ces deux bornes. Le graphe de la figure ci-contre, c'est-à-dire la figure 4, représente une fonction linéaire, c'est-à-dire c'est une droite à coefficient directeur k. On peut graphiquement écrire donc UC égale KT. Et puisque l'intensité du courant est constante, alors dans ce cas Q égale I0 fois T. Donc l'expression de la tension figurant entre les deux bornes du condensateur devient dans ce cas, donc on peut écrire UC égale K fois Q sur I0, d'où Q égale I0 sur K fois UC. On pose I0 sur K égale à C et on peut écrire dans ce cas Q égale C fois UC, c'est-à-dire la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur est proportionnelle à la tension entre ces bornes. C est une caractéristique du condensateur et on peut déduire sa valeur d'après le graphe. Donc, comme coefficient directeur de la droite représentant la tension UC. Donc, on écrit K égale delta UC sur delta T, c'est-à-dire, d'après les données numériques du graphe, on trouve 1 volt par seconde. Alors, C égale dans ce cas I0 sur K, on écrit donc 1 fois 10 à la puissance moins 3, donc on convertit du milliampère en ampère, donc pour respecter l'homogénéité du système d'unité internationale, et on divise par 1. Et on trouve C égale 10 à la puissance moins 3 farad. Donc le condensateur est caractérisé par sa capacité, c'est-à-dire son aptitude à accumuler les charges. Cette grandeur physique est mesurée en coulomb par volt ou bien en farad. Et on écrit C égale Q sur U ou bien Q égale C fois UC, où Q représente la charge du condensateur en coulomb, C sa capacité en farad et U sa tension électrique bien sûr en volts. Passons maintenant à l'association des condensateurs. Donc en électricité, on peut associer les dipôles électriques soit en série, soit en parallèle. On considère le premier cas qui est l'association en série. On prend un ensemble de deux condensateurs de capacité respective C1 et C2 branchés en série et on cherche la capacité
d'un condensateur unique équivalent à cet ensemble. La branche AB sera traversée par le même courant électrique. Donc, Q égale Q0. D'après la loi d'additivité des tensions, la tension entre la borne A et B est la somme de la tension entre la borne AD et la borne DB. Et avec UAB égale QC et UDB égale Q2 sur C2 et UAD égale Q1 sur C1, et dans ce cas, Q1 égale Q2 égale bien entendu Q, puisqu'il s'agit d'un montage en série, on écrit UAB égale Q1 sur C1 plus Q2 sur C2. Et on factorise par la charge et on écrit Q facteur 1 sur C1 plus 1 sur C2 égale alors Q sur C. D'où la capacité équivalente de l'ensemble de deux condensateurs est égale 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. En général, la capacité du condensateur équivalent à un ensemble de condensateurs de capacité C1, C2 jusqu'à Cn est égale à la somme de ces inverses. Donc l'inverse de la capacité égale la somme des inverses de chaque capacité des condensateurs montés en série. L'association en série des condensateurs permet d'obtenir un condensateur de capacité plus petite, pouvant supporter une tension donc plus grande. C'est-à-dire puisque la capacité, ou bien comme la capacité sera plus petite, comme la tension supportée sera plus grande. Passons maintenant au cas de l'association en parallèle. Considérons un ensemble de deux condensateurs de capacité respectives C1 et C2 branchés en parallèle et cherchons la capacité d'un condensateur unique équivalent à cet ensemble. Le montage figure sur le schéma 7 ou bien la figure 7. D'après la loi des nœuds, on écrit I1 plus I2 puisque la tension dans ce cas est partout dans le circuit. C'est-à-dire Q sur T égale Q1 sur T plus Q2 sur T. Donc, Q égale Q1 plus Q2. Et puisque Q, la charge équivalente, égale la capacité équivalente fois la tension UAB, et la quantité d'électricité Q1 égale C1 fois UAB et Q2 égale C2 fois UAB, on peut écrire C fois UAB égale, de toute évidence, C1 fois UAB plus C2 fois UAB. Donc, on factorise par la tension UAB et on trouve UAB facteur C1 plus C2. Alors, finalement, on peut écrire C plus C égale C1 plus C2. En général, la capacité du condensateur équivalent à un ensemble de condensateurs ou bien de N condensateurs de capacité respective C1, C2 et Cn branchés en parallèle égale à la somme, bien sûr, des différentes capacités. L'association en parallèle des condensateurs permet d'obtenir un condensateur équivalent de capacité plus grande, pouvant dans ce cas emmagasiner une charge plus grande sous une tension petite. Effectuons maintenant l'exercice d'application. Alors, dans le montage figurant ces ci-contre, on a trois condensateurs. Les deux premiers sont montés en parallèle avec un troisième condensateur en série. On sait que la capacité équivalente de ce schéma ou bien de ce condensateur égale la capacité équivalente première plus la capacité du troisième condensateur. C'est-à-dire le cas du montage
en parallèle. Alors, on écrit la capacité équivalente 1 égale C1 fois C2 sur C1 plus C2 plus C3. On unifie ou bien on homogénise les dénominateurs et on trouve la capacité équivalente du circuit égale C1 fois C2 plus C1 fois C3 plus C2 fois C3 sur C1 plus C2. Par application numérique, à partir des valeurs figurant sur le schéma, donc, on multiplie la capacité C2 qui vaut 20 microfarads avec la capacité C1 qui vaut 20 microfarads avec la capacité C2 qui vaut 30 microfarads. Plus 20 fois 10, c'est-à-dire la valeur de la capacité C3, plus 30 fois 10, plus 20 divisé plutôt sur 20 plus 30. Et ça nous donne 22 microfarads. Donc le farad est une unité très grande par rapport à l'échelle de l'électronique et de l'électricité. C'est la raison pour laquelle donc, on utilise les sous-multiples du microfarad, notamment le millifarad, le microfarad, le nanofarad ainsi que le picofarad. Passons maintenant au troisième paragraphe de la leçon, bien à la troisième partie de la leçon. Et on va étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Un dipôle RC joue un grand rôle en électricité, surtout dans le domaine de la modélisation électrique, bien sûr, des phénomènes physiques. Le dipôle RC est l'association en série d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. Pour l'échelon de tension, on distingue deux types. Le premier échelon descendant de tension, il correspond à la décharge du condensateur. Pour T inférieur à 0, U égale E, c'est-à-dire la force électromotrice du générateur. Et pour T supérieur ou égal à 0, la tension entre les bornes est égale à 0. C'est le cas bien sûr de la décharge du condensateur. Le deuxième type est l'échelon montant de tension, ou bien ascendant de tension, correspond à la charge du condensateur. Pour T inférieur à 0, ou bien strictement inférieur à 0, U égale 0. Et pour T supérieur ou égal à 0, U égale E. Donc, ce qui correspond à la charge, bien sûr, du condensateur. Maintenant, on va étudier la réponse d'un condensateur à un échelon de tension. Donc, on va procéder à l'étude expérimentale et on va utiliser dans ce cas le schéma ou bien le montage figurant sur le schéma 8. On considère donc ce montage électrique. Le condensateur est initialement déchargé. On prend donc un générateur électrique de force électromotrice qui vaut bien sûr 6 volts. La capacité du condensateur égale 100 microfarads et la résistance du conducteur ohmique égale 2 kΩ. À l'instant initial ou bien à l'origine des temps, on place, c'est-à-dire le début de l'expérience, on place l'interrupteur K à la position 1 et on visualise la variation de la tension en fonction du temps par l'intermédiaire bien sûr de l'oscilloscope. Et on trouve deux courbes différentes. La courbe A donc représente la montée ou bien la progression ou bien l'augmentation de la tension. Le dipôle donc dans ce cas est soumis à un échelon de tension montant. C'est la charge d'un condensateur. Quand le condensateur se charge totalement, on bascule bien sûr l'interrupteur de la position 1 vers la position 2. Et on visualise la tension en fonction du temps. La courbe B représente dans ce cas un dipôle RC
soumis à un échelon de tension descendant, ce qui correspond à la décharge du condensateur. Alors, expérimentalement, on constate que la tension UT est une fonction continue. La durée de charge et de décharge est égale à 5 fois une constante taux, qui est la constante du temps du circuit. La durée de la charge ou de décharge du condensateur augmente avec RSC, c'est-à-dire lorsqu'on fait augmenter la capacité du condensateur ou la résistance du conducteur ohmique, donc le temps taux ou bien la constante du temps augmente et ne dépend pas, bien entendu, de l'amplitude de l'échelon de tension, c'est-à-dire E. Les deux courbes mettent en évidence deux régimes, comme vous voyez ici. Un régime permanent et un régime transitoire. Le régime permanent, on le constate à un instant t supérieur ou égal à 5 taux. Et le régime transitoire, on le constate à un temps inférieur ou égal à 5 taux. La tension dans ce cas augmente dans le cas de la charge et diminue dans le cas de la décharge. Pour le premier cas, la tension entre les bandes du condensateur égale E lors de la charge du condensateur est égale à 0 lors de la décharge du condensateur. C'est-à-dire, la transition entre ces deux régimes correspond à la stabilisation de la tension pour le cas de la charge et l'annulation de la tension pour le cas de la décharge. Procédons maintenant à l'étude théorique du dipôle RC et sa réponse à un échelon de tension. Commençons par le cas de la charge du condensateur. À l'instant initial, T égale 0, donc comme vous voyez ici le circuit RC, donc le condensateur et la résistance sont branchés en série, et on fait soumettre bien sûr ce dipôle à un échelon de tension montant, ce qui correspond à l'emmagasination ou bien le stockage de la charge électrique ou bien de l'énergie électrostatique dans le condensateur. À l'instant initial, T0 égale 0, on ferme l'interrupteur K à la position 1. La tension aux bornes du dipôle RC passe de 0 à E. D'après la loi de l'additivité des tensions, on écrit UR plus UC égale E. Et d'après la loi d'Ohm, on écrit UR égale R fois I. On a, bien sûr, I représente la dérivée première de Q par rapport au temps, et Q représente C fois UC. D'où I égale, dans ce cas, C fois D de UC sur D de T. Donc on a substitué Q par son expression. Alors, dans ce cas, UR égale RC fois D de UC sur D de T. C'est-à-dire, RC fois D de UC sur D de T plus UC est égal à E. On pose RC égale à taux et l'équation différentielle devient dans ce cas une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Et on écrit taux fois la dérivée première de UC par rapport au temps plus UC égale E. C'est l'équation différentielle, bien sûr, du dipôle RC dans le cas de la charge. Essayons maintenant d'exprimer cette même équation différentielle, mais dans ce cas en fonction de la charge. On a Q égale C fois UC, alors UC égale Q sur C. Et on a toujours UR égale RI, alors égale R d de Q sur d de T. En substituant dans l'équation différentielle, bien sûr, UC par son expression, on trouve R fois d de Q sur d de T plus Q sur C est égal à E. On multiplie les deux membres de l'équation par C, on trouve bien sûr RC sur T de Q fois T de Q sur T de T plus Q égale CU. C'est l'équation bien sûr différentielle du dipôle RC, mais bien sûr portant sur la charge électrique.
Abordons maintenant la solution de l'équation différentielle du dipôle RC dans le cas de décharge. On admet que la solution de l'équation différentielle taux fois d de UC sur d de T plus UC égale E s'écrit sous la forme UC égale A plus B fois l'exponentielle de moins alpha T, où A, B et alpha sont des constantes. Déterminons maintenant A et alpha en utilisant l'équation différentielle. On substitue la solution UC dans l'équation et on obtient D de UC sur D de T égale 0, puisque A est constante, moins B fois alpha fois l'exponentielle de moins alpha T. Donc égale moins B fois alpha exponentielle moins alpha T. L'équation différentielle devient dans ce cas moins taux fois B fois alpha fois l'exponentielle de moins alpha T plus A plus B fois l'exponentielle de moins alpha T égale E. C'est-à-dire B fois l'exponentielle de moins alpha T facteur 1 moins taux fois alpha égale E moins A. Pour que cette équation différentielle soit résoluble, quel que soit le temps, il faut que E moins A égale 0 et 1 moins taux alpha égale 0. Donc, A égale E et alpha égale 1 sur taux égale alors 1 sur RC. Déterminons maintenant B en utilisant les conditions initiales. À l'instant T égale 0, on a UC égale 0 car le condensateur était déchargé. Remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient A plus B égale 0, c'est-à-dire B égale moins A. On a donc l'expression de la tension entre les bornes du condensateur dans le cas de la charge, UC égale E facteur 1 moins T sur RC ou bien facteur 1 moins l'exponentielle de moins T sur taux. Passons maintenant à la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension, c'est-à-dire la décharge du condensateur. Déterminons ou bien établissons tout d'abord l'équation différentielle. Après la charge du condensateur, c'est-à-dire lorsque UC atteint la valeur E, on bascule l'interrupteur de la position 2 à la position 2 que l'on considère comme origine des dates. Le condensateur se décharge dans la résistance. D'après la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UC est égal à 0. Et d'après la loi d'Ohm, on a également UR égale R fois I. Et on a aussi I égale D de Q sur T de T, c'est-à-dire la dérivée première de la charge électrique par rapport au temps. Et Q égale C fois UC, d'où I égale dans ce cas C fois D de UC sur T de T. Alors, UR doit être égal R fois C fois D de UC sur T de T. C'est-à-dire RC fois D de UC sur T de T plus UC est égal à 0. On pose taux égale RC. L'équation différentielle devient dans ce cas taux fois D de UC sur T de T plus UC est égal à 0. On a bien sûr Q égale C fois UC, alors UC égale Q sur C. Et on a également UR égale R fois I, égale donc R fois T de Q sur T de T. En substituant ces expressions dans l'équation différentielle ci-dessus, on écrit donc RT de Q sur T de T plus Q sur C est égal à 0. On multiplie les deux termes de l'équation par R et on obtient RC fois T de Q sur T de T plus Q est égal à 0. C'est l'équation obtenue pour la décharge. Procédons maintenant à la solution de cette équation. Donc, on admet que la solution de l'équation différentielle dans le cas de la décharge a pour expression UC égale A fois l'exponentielle de moins MT, avec A et M, ce sont des constantes. Déterminons M en utilisant l'équation différentielle. On écrit
UC égale A fois l'exponentielle de moins MT. Et on substitue, bien sûr, cette expression dans l'équation et on dérive la solution. On obtient dans ce cas T de UC sur T de T égale moins A fois M fois l'exponentielle de moins MT. L'équation différentielle devient dans ce cas moins taux fois A fois M fois l'exponentielle de moins MT plus A fois l'exponentielle de moins MT est égal à 0. On factorise bien sûr par A fois l'exponentielle de moins MT et on écrit A exponentielle de moins MT facteur 1 moins taux M est égal à 0. Pour que cette équation soit réalisée, quel que soit le temps, il faut donc que 1 moins taux M est égal à 0, d'où M égale 1 sur taux égale donc 1 sur RC. Déterminons maintenant l'expression de la constante A à partir des conditions initiales. Donc à t égale 0, on a UC égale E, car le condensateur dans ce cas était chargé. Remplaçant bien sûr dans l'équation différentielle, on obtient E égale A fois l'exponentielle de 0, c'est-à-dire A égale E. On a donc l'expression UC égale E fois l'exponentielle de moins T sur taux. Voilà donc la courbe qui représente l'équation, bien sûr, ou bien représente l'évolution de la charge en fonction de temps. De cela, on peut déterminer, bien sûr, l'expression de l'intensité du courant électrique en dérivant, bien sûr, la charge ou bien l'expression de la charge électrique. Donc, I égale T de Q sur T de T égale C fois T de UC sur T de T. Égale alors C fois E fois moins 1 sur taux fois l'exponentielle de moins T sur taux. Donc, I égale moins E sur R fois l'exponentielle de T moins, de moins T sur taux. Ou d'une autre manière, on peut donc procéder à partir ou bien raisonner sur la loi d'additivité des tensions. Et on peut écrire UR plus UC est égal à 0, d'où RI égale moins UC égale moins E sur T fois taux, soit l'exponentielle de moins T sur taux. Donc IT égale moins E sur R fois l'exponentielle de moins T sur O. Maintenant, déterminons la constante de temps à partir de l'homogénéité et l'analyse dimensionnelle. Alors, la constante de temps, par analyse dimensionnelle, c'est le produit d'une résistance avec une capacité. D'après la loi d'Ohm, on sait que R égale U sur I. Et d'après la relation QT égale C fois UC, on a C égale Q sur U. Comme IT égale T de Q sur T de T, on a alors Q égale I fois grand T. Ainsi, on a C égale I fois T sur U et I égale, dans ce cas, U sur I fois I fois T sur U égale donc T. C'est-à-dire la grandeur taux a une dimension, bien sûr, d'un temps. C'est le temps de la charge ou bien de la décharge du condensateur. Déterminons maintenant la constante du temps. Donc, il existe deux méthodes pour la charge et pour la décharge du condensateur. La méthode 1, pour la charge du condensateur, consiste donc que A T égale taux, on a UC taux égale E fois l'exponentielle de 1 fois 1 facteur 1 moins l'exponentielle de moins 1 égale alors 0,63 fois E. Taux est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63 E. La méthode 2, taux est l'abscisse de l'intersection entre la tangente de la courbe à l'instant t égale 0 et l'asymptote UC égale E. Pendant la décharge du condensateur, on écrit UC égale E fois l'exponentielle de moins T sur taux. À T égale taux, on a UC taux égale E fois l'exponentielle de moins 1 égale donc 0,37 fois E. Taux est dans ce cas l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63 E. La méthode 2, taux, c'est l'abscisse de l'intersection
du point d'intersection entre la tangente de la courbe à l'instant initial t égale 0 et l'axe des abscisses. Examinons maintenant donc, la sixième partie du cours. Donc, traitons l'énergie emmagasinée dans le condensateur. On réalise le montage figurant dans la figure 13. On charge le condensateur en plaçant le commutateur en position 3, puis on bascule le commutateur en position 2, le moteur tourne et le condensateur se décharge. Donc, ce qu'on peut conclure de cette expérience, c'est que le condensateur donc emmagasine de l'énergie sous forme d'énergie électrostatique. Déterminons maintenant l'expression de cette énergie. La puissance électrique fournie par le générateur égale dans ce cas UC fois U. Et I égale T de Q sur T de T égale donc C fois T de UC sur T de T. Alors la puissance égale C fois UC fois D de UC sur T de T égale donc D de T sur T de T, D sur T de T, c'est-à-dire la dérivée de la fonction 1/2 fois C UC au carré. Et puisque la puissance est la dérivée de l'énergie, l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur dans ce cas égale 1/2 C, la capacité, fois UC au carré. Et en vertu de la relation reliant la charge et la capacité, on a Q égale C fois UC. On trouve dans ce cas l'expression de l'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur égale à UE égale 1/2 Q carré fois C. Le schéma équivalent, bien sûr, le schéma électrique équivalent à l'expérience 13, il figure dans la figure 14. Procédons maintenant à l'exercice d'application. Donc, pour déterminer la capacité d'un condensateur, on réalise le montage de la figure 1 qui est formée des éléments suivants. Un générateur idéal de tension, de force électromotrice valant 12 volts, un conducteur ohmique de résistance qui égale 1 kΩ, un condensateur déchargé de capacité C et un interrupteur K et des fils de connexion. À l'instant T égale 0, c'est-à-dire l'instant initial, on ferme l'interrupteur K et on suit par un dispositif convenable les variations de la tension UC appliquée aux bornes du condensateur en fonction du temps. Et on obtient la figure 2. La première question, représentée sur la figure 1, dans la convention du récepteur, les tensions UC entre les armatures du condensateur et UR, la tension entre les bornes du conducteur ohmique. La question 2, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur. La question 3, trouver les expressions de la constante A et taux pour que l'expression UC égale à facteur 1 moins l'exponentielle de moins t sur taux soit solution de l'équation différentielle. 3.1. Déterminer l'expression de la charge Q et de l'intensité du courant I. La question 4. Par l'analyse dimensionnelle, montrer que taux a une dimension d'un temps. La question 5. Déterminer graphiquement taux et montrer que la capacité du condensateur dans ce cas vaut 1 millifarad. La dernière question. Calculer l'énergie électrique UE emmagasinée ou bien stockée dans le condensateur dans le régime permanent. Pour accéder à la solution de cet exercice, veuillez suivre et regarder la prochaine vidéo et veuillez vous abonner dans notre chaîne et activer la cloche des notifications afin que vous receviez toutes les solutions de nos exercices. Merci à tous et attendez-nous dans la prochaine vidéo.